Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le Psychoctober, un défi qui consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre. Aujourd'hui, nous allons parler de la relaxation, ou comment on fait pour relaxer. Également, on aurait pu formuler la question comme suit sur comment ça se fait que j'y arrive pas à relaxer alors que ça semble si simple. J'ai des amis qui me disent qu'ils le font, j'ai des proches qui me disent à la TV, par radio, ils valorisent ça, mais moi, j'y arrive pas, on dirait, de relaxer. Alors, je vais vous donner quelques pistes de réflexion aujourd'hui dans la vidéo. Mais avant de commencer, je vous rappelle que le format vidéo du Psychoctober est de nature éducative. Ça ne remplace pas une psychothérapie. Également, je vais faire des grandes généralités aujourd'hui. Alors, si ça ne s'applique pas à vous dans le particulier, c'est tout à fait possible parce que ici, je vais faire des généralités. Je vais faire des synthèses. Je vais vous parler en général de ma pratique clinique, de peut-être des partages personnels également de mon rapport à la relaxation. Et l'objectif sera de vous équiper de certaines pistes afin que vous forgiez votre avis sur le phénomène de la relaxation. Est-ce pertinent ou pas? Je vous donne un cue tout de suite, c'est pas toujours pertinent. Dans tous les cas, si vous voulez aller un pas plus loin et me questionner, regardez sur mon site web, je vais mettre le lien en description, il y a un programme qui s'appelle Questions confidentielles. Donc ça, c'est une manière pour vous de me poser des questions, d'avoir l'assurance d'obtenir une réponse à vos questions, tout en étant confidentiel. Tous les détails sont écrits sur la page d'information et je réponds dans le live de la semaine dans mon groupe privé. Également, si vous voulez aller un pas plus loin et me contacter pour des consultations en privé, il me fera plaisir de vous envoyer tous les détails par courriel. Vous avez juste à me contacter également pour avoir les informations là-dessus. Donc maintenant que cette mise en contexte est faite, on va plonger au cœur du sujet. Comment relaxer? Est-ce que vous êtes capable de relaxer? Parce que moi, je vous avoue que parfois, je trouve ça difficile. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de choisir ce sujet-là parce que je sors d'un rendez-vous de massothérapie. Puis là, je ressentais dans mon corps les tensions, les zones qui ont été comme un petit peu ramollies et qui me permettent de constater que, ah tiens, j'étais plus tendu que ce que je croyais. Puis ça m'a amené à faire une réflexion sur le pilote automatique. C'est quelque chose, ça, qui nous aveugle tous, le fonctionnement automatique. Dès qu'on adopte une habitude, un apprentissage dans un mode de vie, on devient bon là-dedans et ça devient de plus en plus automatique jusqu'au point que ça demande moins d'efforts, moins de ressources, moins d'attention, puis un jour ça se ramasse même dans l'angle mort. Là. Je ne sais même plus pourquoi je fais ça, tellement que c'est automatique. Donc par rapport à la relaxation, je vais vous présenter deux avenues. Il y a des gens qui vont utiliser la relaxation afin de réduire l'expérience de tension et de stress, pour pouvoir chasser la confusion, récupérer des ressources adaptatives et voir plus clair, dépasser les limites de la survie. Parce que quand on est stressé, tendu, on est dans le mode survie. Puis il y a d'autres personnes qui vont utiliser la relaxation, sont très tendus, mais en faisant comme si ils garrochaient à distance leurs problèmes. Puis là, ça risque de conduire à la procrastination, une forme d'évitement de l'attention. Puis ça, c'est un peu comme un boomerang. Hein? Même si je fais de l'évitement, je le lance très loin, puis là, je m'occupe de cette chose-là, ou là, je me détends. Ah, ben là, il arrive le boomerang. Pouf! Ah! Double blessure parce que j'avais évité l'attention initiale. C'est une des critiques, notamment, qui sont administrées sur le plan professionnel à des méthodes thérapeutiques qui viseraient exclusivement la réduction de l'attention, sans égard à quel était le rôle de l'attention. C'est un peu comme si je vous disais que vous êtes dans un milieu de vie très tendu. Au travail, il y a des gens peut-être qui vous mettent de la pression, il y a peut-être du harcèlement, il y a peut-être des conflits de loyauté. Peut-être entretenez-vous des situations difficiles avec des membres de vos familles ou avec un ex-partenaire ou en couple tout court. Puis que là, si on vous applique une méthode de réduction du stress, ben vous baissez vos défenses. Puis là, même si ça se veut très bienveillant faire baisser les défenses, puis on réduit le stress.
Puis là, on met un petit coussin là, puis là, on crée du confort, puis là, tout ça. Une fois que puis là, on vous retourne dans un environnement difficile, ben, c'était, parenthèse, une des raisons pour lesquelles moi j'ai arrêté de faire de la thérapie auprès des enfants, c'est que les parents venaient déposer leurs enfants en thérapie, puis ils me confiaient le mandat, répare-moi ça. Je trouvais ça c'est un peu rough. Ou répare-moi-les. Ou là, je veux plus qu'ils soient anxieux. Ou là, je veux plus qu'ils se plaignent le soir quand ils dorment. Puis là, même si moi, je leur enseignais aux enfants des méthodes de contact, réduction du stress, écoute des émotions, puis là, ils étaient bien ou ils retrouvaient leur équilibre. C'est comme si je leur faisais une transfusion de sentiments de sécurité. Ben là, ils retournaient dans leur environnement tendu, puis là, ça redéclenchait les mêmes mécanismes. Puis là, le parent qui disait, ben oui, mais je t'avais demandé de le réparer. Ce n'est pas un objet. On ne peut pas réparer. Alors moi, je me suis dit non. Il y a des psychologues qui sont meilleurs que moi pour s'occuper de la clientèle enfant. Moi, je vais focaliser sur essayer d'aider les adultes. Puis dans ce sens-là, ça me permet de jongler avec les ressources adaptatives de la personne. Ça me permet d'aider la personne à se responsabiliser sur son état de tension. Puis j'espère que c'est clair pour vous, hein, que si vous êtes tendu, c'est que votre corps, il essaye de vous protéger. Il monte la tension, et fait que d'un coup qu'il y a un problème à régler, tant mieux si vous êtes tendu. Vous avez déjà un pool de tension prête à mettre en action, à appliquer sur un problème pour pouvoir... Donc ça prend une tension de responsabilisation pour pouvoir régler un problème. C'est une des choses qu'on constate chez un individu qui souffre d'un trouble dépressif majeur. C'est comme s'il y avait un effondrement des ressources adaptatives, puis la personne, elle crash. Même le sommeil est plus réparateur parfois chez une personne qui souffre d'un trouble dépressif majeur. Fait que dans ce cas-là, même si on lui ferait faire des exercices de relaxation à cette personne-là, et c'est comme si elle n'arrive même pas à mobiliser ses ressources de base. Fait que moi, je pense que ça serait un petit peu à risque de créer de la confusion. Mais encore une fois, ici, je vous fais des grandes généralités. Puis si vous souffrez de dépression, comprenez que je ne vous parle pas à vous là, de manière spécifique. Je fais des généralités ici. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement, allez en chercher un d'ailleurs. Puis restez à l'esprit que je parle en général ici. Je voudrais vous protéger à 200% moi, à travers mes propos. Mais réduire l'expérience de tension intérieure devrait chercher à recréer un petit noyau de capacité de mobilisation. Puis si on va trop rapidement là-dedans, dans la réduction du stress ou dans la réduction de la tension, puis que votre corps n'est pas habitué de relaxer, parce que justement, il peut souffrir de toutes sortes de troubles, troubles anxieux, troubles adaptatifs, troubles dépressifs. Mais s'il y a un trouble, il y a une nature perturbée de la réaction interne. Mais parfois, juste se faire parler du concept de relaxation, juste se faire parler de ça, ça déclenche de la détresse à l'intérieur de la personne. Fait que moi, je vous proposerais de réfléchir à l'intégration de la relaxation dans votre vie. D'abord, si c'est pertinent, parce qu'on n'est pas obligé de tout le temps relaxer. Mais si vous voulez l'appréhender, que vous avez un haut niveau de rendement habituel, que vous vous poussez à bout, là, beaucoup, essayez de faire une progression, un développement de compétences. Vous n'êtes pas obligé de devenir un méditant pendant 4 heures de temps dans un silence et une posture absolue immobile pour relaxer. Ça, c'est un peu une image utopique. Comprenez que je grossis l'exemple pour vous démontrer que c'est absurde. Mais il y a beaucoup de gens qui vont regarder ce genre de post-là ou qui vont suivre des influenceurs qui ont une pratique experte, on pourrait dire de la méditation, ou très avancée, puis qui vont se comparer. Ils vont dire, ben moi, si je ne suis pas capable de faire ça, ça veut dire que dans le fond, je suis aussi bien de ne pas y aller. Mais si on faisait une réflexion sur l'esprit de la progression, je pense que ça pourrait vous aider. Donc, avant d'être un méga méditant, il y a peut-être quelque chose à apprendre sur la pleine conscience. Avant d'apprendre la pleine conscience, il y a peut-être quelque chose à apprendre sur la gestion de votre attention. Puis, pour comprendre comment ça marche la gestion de l'attention, il faut savoir à quoi ça sert le pilote automatique. Puis avant de comprendre à quoi ça sert le pilote automatique, il faut en entendre parler un peu. Fait que c'est un petit peu à travers ce genre de structure-là que je vous propose de réfléchir sur la relaxation.
un des principes que je vois souvent en clinique, c'est l'induction d'états relaxants par des hypnothérapeutes ou des thérapeutes qui utilisent des méthodes très douces, très soft. Donc, ils vont créer un environnement propice à la détente. Ils vont induire un état parfois de suggestion, de moments de calme avec visualisation, avec ambiance feutrée. J'ai déjà vu à l'université, dans les espaces où on se pratiquait, là, les stagiaires, là, des gens baisser les lumières. C'était quasiment la nuit là, quand on entrait dans le bureau de... Un jour d'ailleurs, j'avais entré dans le bureau d'un de mes collègues, puis là, je rentre, je vois que la lumière est vraiment tamisée super bas. J'ouvre la lumière, puis là, mon collègue me dit « Hein, qu'est-ce que tu fais là? » J'ai dit « Ben oui, mais on se voit pas, là. On voudrait discuter de nos cas, on avait convenu de discuter de nos choses ensemble, puis là, j'aimerais ça te voir, moi. » Il dit « Non, c'est beaucoup trop lumineux. » Fait que lui, il était habitué d'être dans un espace feutré, relaxant, doux, où il n'y a pas de tension. Un safe space. Puis ça peut être très très bon, hein? Ça peut être très très bon. C'est pas parce que moi j'utilise pas ça que c'est pas bon. Je vous mets en évidence un clash, on pourrait dire extrême. Moi, les lumières sont allumées puis c'est dynamique en consultation. Comprenez que j'aime bien l'éducation psychologique et qu'un profil plus doux, plus soft, serait peut-être davantage propice à des techniques comme l'accueil, peut-être avec certaines clientèles qui ont besoin de beaucoup d'écoute validante, puis qui ne sont pas là forcément pour apprendre des choses, mais sont peut-être là pour se faire prendre en charge, dans le fond, de manière délicate, pour rebâtir doucement un équilibre intérieur. Fait que je ne suis pas en train de critiquer la méthode ni l'hypnothérapie en elle-même. Quoique je pourrais le faire, parce que je critique toutes les approches. Hein. Mais induire une relaxation à tout le monde, ce n'est pas forcément une panacée ou la solution universelle. Alors, si vous cherchez, vous, comment relaxer, on va refaire les étapes que je vous disais, il faut en entendre parler un peu. Comprenez que le besoin de relaxation émerge d'une difficulté à dépenser de l'énergie en accord avec votre réelle énergie. Puis moi, pour aider les gens à faire ça, en consultation, je leur propose de faire 2 mesures. Là, d'ailleurs, je vous proposerais peut-être de faire l'exercice en même temps que moi. Puis vous pourrez écrire en commentaire si vous le souhaitez s'il y avait une différence entre les 2 mesures. OK. La première mesure que je vais vous demander de prendre, c'est si vous aviez à évaluer là, intuitivement présentement, vous avez combien d'énergie là, tout de suite, ici, maintenant, sur 10? Là? 10 étant, vous pétez le feu, là, puis 0 étant, vous êtes dans le coma. Fait que normalement, vous ne devriez pas répondre 0. Là. Quand on se réveille, on est à peu près à 2 de tension sur 10. Puis en haut de 8, je pense que c'est pas loin d'aller à l'hospitalisation tellement qu'on a trop d'énergie. Peut-être il manie. Là, fait qu'évaluer le degré d'énergie que vous avez présentement, c'est la première mesure. Moi, subjectivement, si j'avais évalué mon degré d'énergie présentement, je dirais que j'ai 4 sur 10 d'énergie. Je file mollo aujourd'hui. Je sors de massothérapie d'ailleurs. Puis la deuxième mesure maintenant, ça va consister en observer, vous dépensez combien d'énergie présentement en écoutant la vidéo. Là. Donc, quel est votre niveau de mobilisation de vos ressources intérieures? Donc, moi, si j'avais à répondre, essayez de mesurer vous aussi. Est-ce que vous mettez beaucoup de pression ou est-ce que vous sous-performez? Moi, je suis présentement en train de dépenser à peu près 4. Ouais, je dépense à peu près 4 d'énergie sur 10. Fait que ça tombe bien. J'ai 4 d'énergie à peu près sur 10, puis j'en dépense à peu près 4. Ça veut dire que je suis pas mal en adéquation, en cohérence présentement. J'utilise le degré d'énergie qui est disponible. Donc, je suis sur le bon niveau. Je vois parfois des gens en consultation, je leur demande ça, ils me disent, ben moi j'ai 5 sur 10 d'énergie à l'intérieur de moi aujourd'hui, mais pendant la consultation, j'en dépense 8! Puis là, je leur souligne que hey, c'est beaucoup de dépenses d'énergie, ça, alors que tu en as en réalité 5. Ne serais-tu pas en train de faire de la suradaptation? De 5 à 8, là, le plus 3, là, le chiffre est arbitraire en lui-même, c'est juste pour vous aider à illustrer que vous dépensez plus d'énergie que ce que vous en avez. Fait que ça, c'est juste normal que vous n'arriviez pas à relaxer si vous êtes chroniquement dans un état de suradaptation. Ce que vous prouvez à votre système nerveux, dans le fond, c'est, oublie pas, hein, sois
dans un état de suradaptation. Oublie pas, hein, sois dans un état de suradaptation. Puis là, vous pèsez sur le gaz, vous pèsez sur le gaz, vous pèsez, puis là, un moment donné, ça va crasher à quelque part. Ça va peut-être crasher avec un épuisement localisé, comme mettons un épuisement professionnel, ou un épuisement amoureux, ou un épuisement familial, ou un épuisement dans un type de relation. Puis si vous continuez encore, ça va peut-être être toutes les sphères de vie qui vont s'épuiser puis qui vont faire un effondrement adaptatif global. Dépression majeure. Puis il y a des gens qui pourraient me répondre en consultation. Moi, j'ai 5 d'énergie sur 10 aujourd'hui, mais pendant la consultation, j'en dépense 2. C'est vraiment facile, la consultation. C'est fafa. Donc ça, on pourrait dire que c'est une forme de sous-adaptation. Parce que la personne elle a 5 d'énergie sur 10, mais elle en dépense juste 2. C'est peut-être parce qu'elle ne se mobilise pas suffisamment alors. Fait qu'est-ce qui arrive avec quelqu'un qui a trop d'énergie par rapport à sa dépense d'énergie? Ça peut provoquer toutes sortes de symptômes intérieurs là, de je me sens pas bien, on dirait que je me sens pas bien dans mon corps, j'ai comme la bougeotte ou je sais pas qu'est-ce que je veux, mais on dirait que mais la personne elle se mobilise pas parce qu'elle dépense pas le gaz qu'elle avait disponible, on pourrait dire. Elle est en overflow. Ben, la sous-performance autant que la surperformance peut provoquer des difficultés adaptatives. Un nouveau phénomène, hein? Après le burn-out, d'avoir dépensé trop d'énergie, il y a le bore-out, c'est le fait de s'ennuyer, de s'emmerder pendant la tâche, puis de crasher en arrêt de travail même. Donc, c'est une difficulté de réguler l'énergie à cause de ça. Fait que quelqu'un qui s'ennuie, qui s'emmerde, qui a beaucoup d'énergie, c'est pas ça de la relaxation, hein? Moi, j'aurais le goût de vous dire qu'une porte d'entrée de la relaxation, ça va être d'abord d'arrêter de vous disperser très très loin. Pas être en suradaptation, pas être en sous-adaptation. Essayez de trouver une espèce d'éco-animité, d'équivalence entre votre niveau d'énergie et votre dépense d'énergie. Puis là, à partir de là, vous allez être en mesure de prendre un contact avec la réalité. Mais comme vous avez vu, là, je suis en train de vous en parler. Ça nous amène à l'autre étape d'après. Prendre des mesures sur votre pilote automatique. C'est exactement ce que j'essaie de faire. Donc, vous, en commentaire, est-ce que vous aviez une grande différence entre votre niveau d'énergie et votre dépense énergétique? Ici, quand on sait observer notre pilote automatique, puis voir qu'on était déséquilibré ou constater qu'on était bien équilibré, ça nous permet déjà d'avoir une pogne sur la suite des choses. La suite, ça serait réorienter son attention. Maintenant que vous constatez qu'il y a une suradaptation, une sous-adaptation ou une éco-animité, évaluez quelle est l'action juste. C'est sur cette information-là de la réalité que vous allez être capable d'orienter votre attention maintenant sur OK, si je suis en suradaptation, la prochaine action juste, c'est quoi? C'est-tu de finir mon super projet pour pouvoir retourner à peu près en équilibre ici? Ou c'est-tu de finalement réaliser que hey, c'est pas à moi ce projet-là, on va laisser faire ça, puis on va revenir à peu près ici. Là. Quand je parle d'équanimité, je ne parle pas d'égalité mathématique, je parle d'à peu près un empan à peu près dans le secteur. Une fois que vous allez avoir appris à réorienter votre attention sur l'action, quelle est l'action juste à poser, probablement que vous allez être en mesure, en développant cette compétence-là, de mettre un pas dans la pleine conscience. Il y a plusieurs formes de pleine conscience. Il y en a au niveau perceptuel, il y en a au niveau observationnel, sensation, il y en a au niveau également de la conscientisation. Comme par exemple, je pourrais faire de la pleine conscience en me disant, sur n'importe quoi, sur ça. Ça, c'est un objet que j'utilise à tous les jours, c'est assez banal. Mais mettons que je faisais de la pleine conscience par rapport à l'objet. Je pourrais me dire, il y a des gens qui ont conçu cet objet-là en se disant, il faut que je trouve une manière de produire un clip qui va être confortable, qui va être esthétiquement beau, qui va être viable au niveau de la pression. Il y a des gens, des ingénieurs probablement, qui ont mis toute leur attention avec des tests, des centaines d'heures pour réussir à produire quelque chose que moi, je peux utiliser et apprécier tous les jours. Et puis c'est tellement rendu habituel pour moi d'utiliser que j'y pense plus bien souvent à tous ces ingénieurs-là qui ont travaillé fort et qui ont mis le meilleur d'eux-mêmes pour créer ça. Il y a également des gens qui ont choisi le bois. Je trouve que c'est une belle couleur, ça. Il y a également des gens qui ont fait le packaging, qui ont mis le meilleur d'eux-mêmes. Il y a également des gens qui ont travaillé fort à le mettre dans le camion.
puis qui ne l'ont pas renversé, qui ne l'ont pas brisé. Il y a également des gens qui l'ont bien placé dans la tablette, parce qu'il aurait pu le placer tout croche, mais moi, quand je suis arrivé et je l'ai vu dans la tablette, je me suis dit, ah, je vais prendre cette tablette-là, je trouve ça intéressant. Il y a également des gens qui m'ont permis de l'acheter d'un commerce qui l'avait entreposé. Donc, c'est plein de gens qui ont conspiré ensemble à offrir de leur temps et de leur attention pour que moi, je puisse, aujourd'hui, avoir ça et être bien. Fait que c'est comme un voyage de la conscience sur l'appréciation de quelque chose qui était automatique dans ma vie. Je savais même pas que je pouvais apprécier toutes ces choses-là. Mais là, ça, c'est juste un exemple. Ça peut être, il y en a plein des exemples de comme ça, d'ouvrir sa conscience sur un phénomène qui était avant automatisé. Il y a l'exemple classique là, essayez d'observer dans votre environnement 5 couleurs différentes. 1, 2, 3, 4, 5. Puis une fois que vous aurez trouvé 5 couleurs dans votre champ de vision, essayez de toutes les regarder en même temps, les couleurs, sans sauter de un à l'autre. C'est-à-dire, faites juste dézoomer pour essayer d'accueillir les 5 couleurs en même temps. Vous pouvez le faire avec les sons, vous pouvez le faire avec les touchés, les ressentis. Puis là, on est juste dans la pleine conscience ici. Puis là, il y a beaucoup de jobs à faire. Parce que naturellement, notre pilote automatique, il va essayer de retourner dans les stratégies de survie. Gardez à l'esprit que le corps humain est fait pour survivre. Il n'est pas fait pour être heureux. Il a le potentiel pour être heureux. Potentiel. Le potentiel, il ne s'active pas tout le temps. À la base, ce qui s'active tout le temps, c'est les mécanismes de survie. Et là, une fois qu'on est bon dans la pleine conscience, on peut peut-être mettre le doigt sur la méditation. Mais moi, je vois des gens qui essayent d'aller trop rapidement dans les exercices de méditation, puis que bien souvent, ils abandonnent parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc, c'est comme s'ils étaient en surperformance d'une activité qui demande un grand contact avec le moment présent. Puis plus que vous allez être en mesure d'identifier les réactions automatiques, le chemin progressif pour se diriger vers un contact avec le moment présent, l'action juste, l'élargissement de votre conscience, la qualité de présence va se déployer. Puis là, je pense que vous serez en mesure de relaxer pour de vrai. Parce que je pense qu'il y a des simulations parfois de relaxation. C'est là où je suis un peu sceptique par rapport aux méthodes hypnothérapeutiques. Sceptique, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut dire que mon esprit critique. Ou induire un état de relaxation à quelqu'un, c'est pas forcément lui permettre de déployer en lui-même cette expérience-là. Moi, je vois des gens parfois en consultation qui sont tellement tendus, tellement habitués d'être pas bien avec leur état, que même juste la première étape que je vous ai parlé, là, entendre parler de la santé mentale, là, même ça leur tape sur les nerfs, ça les irrite, fait qu'on va pas le faire relaxer en faisant des exercices de contact, de moment présent, de respiration. C'est beaucoup trop avancé comme technique de relaxation. Gardez à l'esprit que d'abord, l'attention a un rôle à jouer. C'est une tension, c'est un appel à l'aide qui dit « S'il te plaît, viens réguler quelque chose, viens réguler quelque chose ». Puis si vous essayez de le court-circuiter en essayant de faire des techniques de relaxation forcées, c'est comme si vous essayiez de pirater votre système nerveux plutôt que de rééduquer votre système nerveux. Bien, la rééducation, un petit peu comme une cheville brisée, là, après qu'on a enlevé le plâtre, là, puis là, on va essayer de remarcher dessus, ça va faire « ouch »,« ouch ». OK, aïe, aïe. Puis là, peut-être que le programme de physio va être terminé pour aujourd'hui. Bien, d'une certaine manière, le « ouch » en psychologie, ce n'est pas de vous blesser, ce n'est pas de vous faire mal. C'est de savoir poser l'action juste. Puis parfois, l'action juste, c'est réapprendre à mettre un petit peu de tension sur votre vie. Mais pas tout le temps. Puis là, quand on devient capable de mettre une tension, capable de laisser jouer son rôle aux signaux d'alerte qui nous disaient « ouch, ouch, ah, OK, on respect de soi, rééquilibrage ». Mais dans ce cas-là, ça devient beaucoup plus facile d'intégrer la relaxation. J'aime bien, moi, comparer la relaxation avec la phase d'endormissement, dans le sens où, chez plusieurs personnes,
il y a des gens qui, la phase d'endormissement, ça va être un peu comme ça. Ça, c'est une tension. Hein? Quoi, c'est correct? Bon, ben, cette phase-là de remobilisation, réveil, avant d'aller dans le sommeil profond, c'est une des démonstrations du système nerveux qui cherche à quelque part à réveiller, à être sur le qui-vive, à percevoir les choses. Bon, il y a des gens qui n'arrivent même pas à descendre plus qu'à un certain niveau, puis ils restent toujours hyper vigilants. Là. Puis là, pour réussir à dormir, il faut qu'ils se droguent ou il faut qu'ils prennent full de médicaments, puis là, ça fait comme... Ça, c'est comme se pirater le système nerveux, se casser. Puis même si les gens s'endorment, ben, ils ont parfois un sommeil très perturbé. Il y a des gens qui vont se réveiller en plein milieu de la nuit, là, comme s'il y avait une menace. Là. C'est peut-être pas votre cas. Comme je vous dis, je ne parle pas à vous. Ça se peut que vous, dès que vous mettez la tête sur l'oreiller, ça prend même pas 2 minutes puis vous dormez. Ça se peut très bien. Il y a des gens également qui vont s'endormir comme ça très rapidement par épuisement et non pas par détente. C'est pour ça que dans les étapes de l'apprentissage pas à pas de la relaxation, il y a peut-être des outils qu'on peut prendre pour se faire prendre par la main pour l'apprendre progressivement. Une des choses qui aide beaucoup, c'est les méditations guidées. C'est pas une méditation autonome que je dis le top du top. Là. Non, c'est comme un peu entendre parler de la relaxation. C'est la porte d'entrée. Là. Dans la méditation guidée, je vais vous en faire une imitation. Installez-vous confortablement et prenez contact avec votre corps. Et prenez une grande respiration. Quand vous serez prêt, mettez votre attention sur vos pieds. Et là, on ne veut pas faire d'ASMR ici. Là. Mais l'objectif, c'est de se faire guider progressivement. Puis là, ça aurait pu être avec une petite voix douce également. Prenez un moment d'être en contact avec vous. Puis là, comme vous voyez, je viens de vous donner 2 exemples distincts. Il y a des gens qui vont apprécier les méditations guidées en murmure. Il y a des gens que ça les tape ses nerfs. C'est trop de relaxation murmure. Ils préfèrent le parler doux. Bienvenue dans un moment de détente. Nous allons... Donc ça, c'est du parler doux. Calme, détendu. À peu près l'inverse de mes vidéos, en fait, d'habitude. Croyez-le ou non, avant d'être psychologue, je faisais des vidéos de ASMR, des trucs de relaxation où on prend le temps de se poser, on parle doucement et on fait des choses. Mais maintenant, ASMR, c'est quelque chose qui a beaucoup été sexualisé, malheureusement. Donc, ça a beaucoup changé depuis 10 ans. Mais dans les méditations guidées, c'est se faire prendre par la main par quelqu'un qui va vous raconter quelque chose en lien avec ce que vous devez faire avec votre attention. C'est une proposition de venir dans la relaxation en glissant votre attention sur votre corps ou sur des visualisations positives afin de vous aider à aller. Puis il y a beaucoup de gens qui s'endorment avec ça. Si vous tapez sur YouTube méditation guidée, il y en a dans toutes les langues, dans tous les accents du monde, dans toutes les tonalité du monde, c'est tellement populaire. Là. Et le plus populaire de tous, c'est le scan corporel ou le balayage corporel. C'est le récit de la narration de la méditation guidée, c'est du ressenti corporel. Donc, mettez votre attention dans vos pieds, on va suivre la petite fourmi qui se promène, et puis ils vont faire tout le corps, ça prend à peu près 1h30. Mais si vous allez trop rapidement là-dedans, ça se peut que ça stresse votre système nerveux. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver là, les premiers pas. Il y a des gens qui vont préférer, non pas des méditations guidées avec des voix, parce que ça les énerve, des voix. Ils sont tout le temps vigilants sur qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'il dit. Ils vont préférer les bruits blancs. Les bruits blancs, c'est comme un peu du bruit d'orage, du bruit de vent, du bruit de ventilateur, du bruit de bois qui crépite, du bruit d'orage lointain, chaleureux. Puis là, ça fait comme meubler l'ambiance sonore, mais ça le meuble de quelque chose de constant et de doux. Donc, c'est comme si ça dit à votre système nerveux, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est constant, doux et non menaçant. Donc, c'est beau, tu peux lâcher prise, système nerveux. Hein, quoi? Oui, OK. Donc, dans l'apprentissage progressif de la relaxation, ça peut être des outils très puissants, ça. Des méditations guidées, des scans corporels,
des bruits blancs. Il y a peut-être même certains jeux de rôle de certains soins avec la SMR qui pourront vous mettre dans un état qui recrée un état de soin à la personne. Comme par exemple, ça remet en scène une personne qui vous donne un soin de la peau, puis qui s'approche de la caméra, puis qui vous parle doucement, puis qui vous demande la permission de s'approcher. Un peu comme si vous allez voir une comédie au cinéma, puis qu'il y a une blague, là, vous riez pour de vrai, même si vous savez que c'est des particules sur un écran. Si vous allez voir un film d'horreur, vous êtes tendu intérieurement pour de vrai, vous faites le saut, même si vous savez que c'est des particules sur un écran, puis c'est une fiction. Mais c'est la même chose avec le contenu des vidéos ASMR. C'est que si vous trouvez le type de mise en scène ou le type de bruit ou le type de tonalité de voix qui vous parle, ça peut vous amener dans un immense état de détente qui recrée une réponse du système nerveux quand vous étiez jeune et que vous receviez des soins de l'amour. Puis là, moi, parfois, j'écoute des vidéos de massothérapie sur mon full écran dans le salon, dans lequel le massothérapeute va décrire doucement toutes les manipulations qu'il fait. Je vais prendre le deltoïde et appliquer une petite pression longitudinale, respiration. Puis là, moi j'adore ça, j'adore. Avec un petit bruit de feu là, en arrière là, qui crépite, là, puis de la lumière aussi qui fait. C'est merveilleux, c'est merveilleux. J'aime bien y aller aussi en massothérapie. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs modalités, plusieurs sortes de soins possibles. Utilisez le concept de progression. Et si vous n'êtes pas en mesure d'être capable de relaxer maintenant, ça ne sert à pas grand-chose de vous culpabiliser et de dire que c'est parce que vous n'êtes pas correct. Moi, je vous proposerais plutôt l'idée de « et si c'est parce qu'on n'avait pas trouvé encore le PPPP? Plus petit pas possible. » Paul, psychologue, pourcentage, parti. L'idée, ça va être de trouver quelque chose de petit. Puis là, c'est sur les petits succès, en toute humilité. En recommençant au début, ça nous permet de réaliser jusqu'à quel point on a un mode de vie tendu. Merci corps d'avoir été tendu. Ça me permet maintenant de me rendre compte que j'ai survécu. Mais là, je vais prendre le relais pour quelques instants. Merci. Merci de m'avoir averti. Là. Je prends le relais. Quel est mon niveau d'énergie? Moi, je dirais 3,8. Et quel est mon niveau de prestation de dépense d'énergie? 4,2. Fait que comparé à tantôt, là, on voit que je suis en train d'être un petit peu déséquilibré. Là, je suis en train de baisser dans mon énergie parce que j'ai faim. Puis peut-être que je suis en train d'appuyer sur l'accélérateur un peu parce que je suis rendu vers la fin de la vidéo. Donc, prise de conscience. Quelle est l'action juste à poser? Fais attention. Va manger tantôt après la vidéo. Ah, d'accord. On s'accorde dans nos choix et nos gestes sur notre réel niveau d'énergie. Alors toi, dis-moi en commentaire. Est-ce qu'il y avait un écart entre ton niveau d'énergie réel et ton niveau de dépense énergétique? Étais-tu en suradaptation, en sous-adaptation ou pas loin de l'éco-animité? Mon vidéo tape sur les nerfs. Donc, dans tous les cas, j'espère que vous aurez appris des choses aujourd'hui dans la vidéo. Vous pouvez me contacter en privé si vous voulez approfondir les choses, tant avec la question confidentielle qu'avec des consultations. Il me fera plaisir de vous donner toutes les informations sur la prise de rendez-vous. Et sur ce que j'espère des sages paroles qui ne sont pas garanties. Je vous dis à demain pour la suite du Psychoctober. C'était le Dr. Paul Simard, psychologue.